réflexion, comment être un chercheur ou une chercheuse engagée et engageante. Et je vais vous partager des réflexions qui se sont développées au cours de, non seulement de mes travaux sur le bien-être des jeunes sourds, mais de mon expérience au doctorat, de discussions avec des collègues, etc. Alors, je vais passer rapidement sur le plan, vu que je suis la dernière, on a peu de temps. Alors, d'abord, si on part de ce que je peux concevoir comme les fondements de l'engagement, qu'est-ce que c'est un peu l'engagement? Alors, quand on s'engage, il y a une mobilisation tant au niveau cognitif, au niveau de ses affects et au niveau de ses comportements. Et tout cela dans l'objectif d'atteindre un certain but. Donc là, on a certaines pensées, on ressent des choses, on agit, on fait des choix, etc. Et pour s'engager, je crois qu'il se doit d'y avoir à la base une prise de conscience de la nécessité de participer tant soi-même, mais d'engager les autres aussi dans cette participation, parce que l'humain, à la base, est un être social et il faudra trouver un équilibre justement dans cette participation individuelle au monde qui est le nôtre et à la participation des autres êtres qui nous entourent. Alors, la question de l'engagement au vu de la recherche et de l'intervention aussi se pose sous un plan des valeurs et de l'éthique aussi. Donc, si on prend les valeurs sont définies par des chercheurs en psychosocial souvent comme Schwartz, comme un principe fondamental à l'être humain qui donne un sens, une direction, un but à notre vie, et on distingue des valeurs terminales de valeurs instrumentales. Donc, on peut avoir, nous, en psychocom, des valeurs terminales de justice sociale, et après ça, des valeurs instrumentales, donc, je ne sais pas, par exemple, d'être honnête dans la vie va favoriser la confiance que les autres peuvent avoir à mon égard et vice-versa. Schwartz a un super beau modèle concernant des valeurs qui dit universelles, et les grandes valeurs sont celles en gros, donc on les voit ici, réussite, simulation, autonomie. On retrouve la justice sociale accrochée à l'universalisme, et on remarque que l'universalisme, la justice, se trouve près de la bienveillance et aussi de l'autonomie. Donc, la bienveillance qui va être tournée vers les autres, mais aussi l'autonomie qui va être axée un peu plus sur le développement personnel. Mais ce cadran-là s'oppose à une autre valeur qui, elle, serait la notion de pouvoir, donc d'ascension sociale, de pouvoir, de contrôle aussi des richesses sur les autres êtres humains, sur l'organisation de la société, et prendre conscience de ces oppositions possibles-là, des valeurs que certains peuvent porter, parce que c'est entre nous, en psychocom, on peut bien se dire « Ah oui, c'est beau la justice sociale », mais c'est pas tout le monde dans la société qui adhère à cette vision du monde-là. Et donc, si on veut nous viser à une meilleure redistribution des ressources aussi, il faut prendre conscience que certains, eux, veulent avoir le plus de ressources pour eux-mêmes. Alors, bien qu'on ne s'entende pas tout le temps sur la définition de la justice sociale, je me suis inspirée beaucoup dans ma présentation des travaux de Hillel Kolemczynski, qui est un grand psychologue communautaire. J'aime beaucoup son travail, sa démarche aussi citoyenne. Et donc, la justice sociale vise généralement une répartition égalitaire et équitable des ressources, mais aussi des charges, des possibilités, et aussi du respect de la diversité et des droits de chacun.
Quand on parle de justice, et si on se replace dans le cadre, par exemple, québécois de la Charte des droits et libertés de la personne, les droits qu'on y retrouve visent aussi cet idéal de justice et essayent de faire la balance entre les droits individuels, les droits collectifs, qui sont posés comme étant indissociables les uns des autres. À cette notion de justice sociale, on retrouve aussi associé en opposition, mais dont il faut prendre conscience, ça c'est certain, c'est le concept d'oppression, où par oppression on entend une institutionnalisation, c'est-à-dire que dans la société, il y a une acceptation et un usage généralisé, tant par les individus que la collectivité en général, de certaines actions où certains groupes vont tenter de dominer et de contrôler un ou d'autres groupes, et cela afin de s'assurer un propre avantage, soit politique, économique, social ou culturel. Donc, on se retrouve avec un paradigme, mais aussi des actions où il y a une vision, qu'il y a une hiérarchie sociale et qu'il y a des groupes dominants, des groupes dominés, et que c'est l'état des choses, mais qu'en tant que psychologue communautaire, on veut aussi remettre en question cette conception et organisation de la société afin qu'il y ait plutôt une juste répartition des ressources. Ensuite, maintenant, dans cette démarche-là, évidemment, il y a la question de l'éthique. Donc, par éthique, on entend les règles de conduite de ce qui constitue, j'ai mis entre guillemets le bon comportement, mais justement, ça fait le pont avec la présentation précédente. Ça peut être parfois abstrait, c'est débattu philosophiquement de qu'est-ce qui constitue un bon comportement, une bonne attitude, ou de façon plus large, la bonne vie. Et c'est important dans cette démarche éthique-là d'avoir une réflexion tant sur ses devoirs, donc qu'est-ce que je devrais faire, mais aussi d'anticiper et de réfléchir sur les conséquences de mon agir en tant que personne, en tant que psychologue communautaire, et aussi d'amener les gens dans cette réflexion-là. Alors, en m'inspirant de travaux de Deslauriers où il parle de différents niveaux d'empowerment, j'ai conceptualisé ce que j'appelle le cône de la justice sociale. Le cône parce que j'ai mis orange à propos parce que c'est un processus qui est en construction, la justice sociale, et il faut trouver à faire un équilibre donc entre moi, entre toi, entre nous autres et finalement entre nous tous. Et c'est un processus qui est dans le fond itératif et on doit justement toujours y revenir pour parfois prendre des temps d'arrêt pour se dire, bon, est-ce que là c'est plus moi qui ai mis à l'avance, comment je peux mettre toi un peu plus, là, après ça notre relation, mais il faut que je pense aussi aux autres, il faut que je pense à tout le monde. Donc c'est pas évident, c'est une posture que j'ai mis sur un compte parce que je reconnais que c'est pas facile, c'est une démarche et c'est facile de déséquilibrer le tout. Alors, cette nécessaire réflexivité sur notre démarche, d'abord, je pense que c'est important de prendre conscience de ses propres intérêts et de ses privilèges quand on est dans une action d'intervention. D'être ouvert et attentif à soi, mais aussi à l'autre, aux différents environnements. Ensuite, d'être dans le respect et le non-jugement des personnes. Et pour ça, je pense que ce qui facilite la chose, c'est d'avoir un regard empathique
et globale, et je pense qu'en ce sens, la psychocom nous aide à voir par le modèle bioécologique, par exemple, ce regard global, donc où est-ce qu'on prend en deuxième point en compte les différentes sources d'influence, que ce soit individuelles, sociales, structurelles. Et pour ce qui est de l'empathie, dans mes travaux, j'ai utilisé l'approche de la psychologie perceptuelle de Arthur Combs, où il pose comme besoin fondamental, bon, certains, pour la plupart, on connaît tous la pyramide des besoins de Maslow, mais lui, il dit, à la base, il y a d'abord un besoin de se sentir adéquat. Donc, dans notre interaction avec les autres, de prendre conscience que peut-être que la personne prend beaucoup de drogue, peut-être que la personne a commis un crime, mais à ce moment-là précis, avec toute son historique, c'était ce qu'elle pensait qui était la chose adéquate à vivre. Peut-être que l'appartenance à un gang, ça lui permet de combler quelque chose où est-ce qu'elle ne retrouvait pas, par exemple, dans sa famille. Et en tant qu'intervenant, donc, de prendre ça en compte, ça facilite l'empathie qu'on peut avoir, tout en souhaitant une réduction, par exemple, des méfaits. Ensuite, la présentation de Fanny fait le lien avec mon prochain point, qui est de penser aux impacts, aux effets qu'on peut avoir dans les mots qu'on utilise, tant au sens propre des mots, mais aussi à la connotation que ces mots peuvent avoir selon le contexte, la culture, le temps, etc. Et de penser aussi à ces actions à court, à moyen et à long terme. Des fois, on a des intérêts, des priorités qu'on met dans le court terme. Après ça, à long terme, il faut aussi développer une certaine avenue aussi qui ne va pas faire que les bénéfices qu'on trouvait d'une intervention à court terme, bien, s'envolent en fumée à long terme. Donc, il y a ça à balancer aussi. Et finalement, ça, c'est une caractéristique, c'est un travail sur soi personnel, mais de reconnaître, surtout quand on est en contact avec des populations dites vulnérables, d'avoir cette humilité de dire que moi, si je ne fais pas partie de ce groupe-le cible-là, si je dis quelque chose et que ça te choque, bien, je le reconnais et je suis capable d'apprendre de mes erreurs, de m'amender. Et ça, donc cette posture-là, partenariale, de partage des expertises, tout ça, et de reconnaissance de l'être humain, de son vécu selon sa perspective, ça va faciliter mon travail si je peux dire « Ah, excuse, c'est sûr, tu ne peux pas dire tout le temps « Ah, ben excuse. » À un moment donné, il faut que tu corriges aussi ta démarche. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous présenter un peu des choses, des réflexions par rapport au projet dans lequel je me suis inscrite, qui était intitulé « Perception parentale sur le bien-être psychologique des enfants vivant avec des problèmes auditifs ». Okay? Fait que le beau logo qu'on avait là ici. C'est un projet qui est venu d'une association parentale, donc des parents entendants, la KEPA, donc le groupe Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, qui est venu pour dire on veut une étude sur ça. Et en amont de la recherche, justement, il y avait ce partenariat, il y a eu la création de comités consultatifs regroupant diverses personnes et organismes. Le groupe de recherche sur la LSQ, le bilinguisme sourd, c'est des gens qui travaillent au département de linguistique, alors que nous, on est en psychologie, donc on était dans le partenariat. L'Institut Raymond Devoir, c'est un organisme, un centre de réadaptation en déficience auditive. Il y avait des adultes sourds gestuels, il y avait des gens au milieu de l'éducation en surdité, donc des écoles, par exemple l'école Galbois ou Lucien Pagé ici à Montréal, où est-ce qu'il y a une population de jeunes sourds, et aussi des gens de différents ministères qui pouvaient être touchés par ça. Donc, afin de
d'entendre leurs besoins pour que au protocole de l'étude soit leur perspective soit prise en compte. Pour ma thèse, je me suis concentrée sur certains milieux, mais si vous comparez le titre original de l'étude plus large et le titre de ma thèse, à part le fait que sont spécifiés particulièrement les microsystèmes, donc les milieux proximaux où les jeunes se trouvaient, donc les trois que j'ai étudiés, services professionnels, écoles et quartiers. Prenez note que c'est ajouté entendant et que à enfants vivant avec des problèmes auditifs, j'ai substitué le terme jeunes sourds. Et donc, en gros, ça faisait ça part de la reconnaissance aussi que dans le macrosystème, donc dans les valeurs et les normes de notre société, c'est régi par des entendants. C'est presque fini? Ok, c'est bon. Et donc, je reconnais ça et aussi là, le fait qu'à l'Assemblée nationale aussi, c'est des entendants. Là, je vais passer sur ça pour vous amener en conclusion à ma démarche réflexive dans ce projet-là. Donc, moi aussi, j'ai pris conscience que de mon propre statut de personne entendante, d'être un adulte, alors que les principaux intéressés, c'était certes, oui, les parents qui étaient des participants, mais ces participants-là étaient aussi des entendants. Et moi, je m'intéresse quand même au bien-être des jeunes. OK? Donc, il y avait cette idée d'adulte versus des jeunes. Moi, je suis une personne éduquée aussi. J'ai mes propres intérêts de vouloir obtenir un diplôme, d'être reconnue dans le milieu scientifique, etc. Et la prise de conscience d'une vision de la surdité comme étant un problème, quand on parle aussi de quelque incapacité qu'elle soit, mais incapacité, déficience et tout ça, ça renvoie à un standard normatif que le monde devrait fonctionner selon qu'on a tous nos membres mobiles, tous nos sens fonctionnant, tout ça, plutôt que de reconnaître qu'il y a une diversité et tout ça. Donc, la remise en cause de l'utilisation de ces mots-là. Et c'était de trouver la balance entre les besoins des jeunes, des parents, de la communauté sourde, de la société en général, dans les écrits, dans ma discussion, c'est la façon d'en parler. De prendre en compte aussi qu'il y a des contraintes, les ressources financières de l'État ne sont pas illimitées, mais qu'à un moment donné, de se dire l'inaction, ne pas remettre en cause le statu quo, peut-être ça peut causer plus de tort que d'avoir une action où est-ce qu'on fait des efforts avec de la bonne volonté. Donc c'est mieux de faire un peu que rien faire du tout. Et d'avoir enfin une optique inclusive, mais aussi de revendication, parce que je vous ai mis pour conclure une citation du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit à un moment donné dans son livre « Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé ». Et au cours d'un cycle d'études sur une thématique X, Y, Z, on vient familiariser avec divers enjeux. Et l'idée, c'est d'être responsable, d'être des passeurs, d'être aussi des alliés avec certaines minorités, certains groupes stigmatisés ou opprimés dans la société, et parfois de se servir de son propre statut pour aller faire des revendications afin que leur situation s'améliore, mais aussi dans une perspective où est-ce qu'on considère la diversité comme étant une richesse pour la société en général, aller faire vendre ça à d'autres personnes qui ont un autre paradigme, plus de pouvoir, de richesse et tout ça, de dire que dans le fond, tout le monde va en bénéficier. Alors voilà,
je vous remercie.